Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Mentale, le podcast créé par Léopold Sapé, préparateur mental. Et ça commence maintenant. De petit peu, on a la mentale. Bonjour messieurs, bienvenue du coup dans ce nouvel épisode du podcast La Mentale, avec deux belles personnes aujourd'hui qui vont se présenter l'une après l'autre, qui vont nous dire un peu qui elles sont, et on va pouvoir échanger avec elles sur le football et la préparation mentale. On commence avec Bilal. Bilal Moment, tu peux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu dis ce que tu veux, et on te laisse te présenter. Bilal, joueur au FCBJ, milieu défensif, ça fait 7 ans que je suis au FCBJ, et voilà, je joue en National 3. Ouais, tout à fait. Bah, tu viens de terminer la saison en National 2, l'année prochaine National 3. National 3, on a eu une montée il y a 2 ans, là on est redescendu l'année dernière, et voilà. Ouais, un peu par rapport aussi à ton poste, un peu tes qualités. Moi je suis 6 défensif, ma qualité c'est récupération de ballon, la dalle comme on dit, et voilà. Voilà. On y reviendra un peu sur justement le profil de Bilal, toutes les qualités qu'il a, et notamment pour le connaître un peu, il a beaucoup de qualités sur l'aspect mental, il va pouvoir nous en parler. Yo, je te laisse te présenter aussi pareil. Yoann Lassalle, au FCBJ depuis 3 ans. Je vais attaquer la 4e année, donc avec les U15 R1. Je suis responsable du foot animation aussi au club. Des projets solidaires comme le foot pour tous notamment, des tournois, etc. Et puis issu d'un sport individuel, on en parlait tout à l'heure, mais forcément du coup sur le développement de la compétition et de l'autonomie dans la préparation mentale un petit peu bien impliquée. Ouais, clairement, justement, Yo, gros passif sur le cyclisme. Actuellement, on est en plein Tour de France, donc c'est pour ça qu'il avait l'œil aiguisé par rapport à ça. On va rester avec Yo pour commencer sur les premières questions. Yoann, il a un parcours particulier, arrivé du coup au FCBJ il y a, comme tu l'as dit, quelques années. Avant, il était dans un plus petit club. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence que tu as rencontrée entre OND, Olympique Nord Dauphiné, pour ceux qui connaissent, un autre club de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec cette arrivée justement au FCBJ, qu'est-ce que ça t'a changé et tes perceptions? La première chose, c'est que c'était le club de mon village, donc forcément une attache forte pour le club et l'ambition de développer le club le plus possible. Donc là, je suis resté 10 saisons au club, avec notamment la responsabilité sur les jeunes, donc des U6 jusqu'à les emmener en senior et que Alexandrov puisse prendre le relais, que tu as connu aussi. Et du coup, donc avec cette mission-là, c'était des missions très larges sur un public où on cherchait à développer les niveaux de pratique. Donc c'est ce qui a été fait plutôt bien. Maintenant, quand tu arrives à Bourgoin, tu découvres aussi que faire toutes ces missions-là, c'est plus possible. À l'échelle humaine, on est monté à 450 licenciés. Au club, on est 650. Mais la différence, c'est déjà le nombre de séances. T'es à 3 séances, les niveaux de pratique qui demandent aussi plus d'investissement pour les staffs qui travaillent avec. Et puis forcément, je vais pas parler de pression de résultat parce que c'est pas vrai. On a la chance de travailler avec Armand Garrido, où on n'a pas de pression des résultats là en tant que tel. On est vraiment dans un projet de formation et là-dessus, c'est apprendre à prendre du recul en tant que staff et être précis sur le développement du joueur. Donc c'est vraiment sur ces attentes-là en tant que coach où nous on progresse et puis forcément avec les diplômes, le BEF cette année, où on va chercher d'autres compétences, mais c'est d'être plus précis et plus compétent dans le domaine de coaching. Un peu plus pointu par rapport à ça, et il a commencé à en parler. Justement, félicitations à lui, Yo, parce qu'il a eu le BEF cette année. On y reviendra un peu sur la formation. Avec plaisir. Merci. Bilal, toi pareil, ton arrivée au FCBJ, du coup à peu près c'était en U19 si j'ai une bonne mémoire. J'ai joué à Saint-Quentin-Falavier dans un petit club vers chez moi. Et après je suis arrivé en U19 où j'ai joué avec Léopold Sapé. Je venais un peu plus bas, moi c'était un niveau un peu inférieur à vous quand vous êtes arrivé de Bourg. Et voilà, j'ai mis un peu de temps à m'intégrer. Après j'étais en équipe 2, je suis passé en équipe 1 en U19. En U19, c'est bien passé avec toute l'équipe. Ouais, avec José Salgado. Exactement. J'ai oublié comment il s'appelait l'entraîneur. C'était. Il est à Pont-de-Cherouy maintenant. J'ai oublié. Ça va nous revenir. Stéphane Favero. Exactement. Stéphane Favero. J'étais avec lui. Il m'avait pris un peu sous son aile. Et on avait une histoire de jeu de notes et tout. Je sais pas si tu t'en rappelles. J'étais souvent homme du match. Après, vu que je venais du bas, j'avais pas encore cette ponctualité et je sais pas si tu t'en rappelles, j'avais un peu un problème par rapport à ça. Ensuite, je suis passé en senior parmi les premiers où comment il s'appelle, l'entraîneur de la Une, il était venu, l'entraîneur de la CFA,
À ce moment-là, en CFA? C'était Laurent Rugel. Exactement. Laurent Rugel qui était venu me voir, qui m'avait dit qu'on me gardait et que voilà, il comptait sur moi. Ça fait que j'avais passé le cap, mais j'avais repris avec l'équipe 2. Avec l'équipe 2 où j'avais joué en R3. R3 où on avait fait 2-3 années en R3. Ensuite, on avait fait la montée en R2. Montée en R2, j'ai eu l'entraîneur qui est parti qui est à Épinal maintenant. C'était qui? T'as eu Jérémy Clément aussi? Ouais, j'ai eu Jérémy Clément après. Ouais. Mais au début, j'avais eu. Tu te rappelles? Tissot. Ouais, Fabien Tissot. Voilà, Il est pour moi la bonne réponse, c'est pour moi. On avait fait un match à la trêve et il m'avait récupéré. Et petit à petit, je commençais à avoir un peu de temps de jeu en N3, il me faisait rentrer et tout. J'ai eu une blessure conflit de hanche, j'ai dû me faire opérer. Ça fait que je suis reparti sur l'année et j'ai dû repartir avec la 2 et faire les échanges entre la 2 et la 1. Ensuite, j'ai eu la chance de connaître Jérémy Clément, qui m'a pris et il m'a positionné en 6. Dans son plan de jeu, Tu trouvais vraiment ce rôle, ce poste qui te fitait le mieux. Voilà, et il m'avait donné cette confiance en moi que j'avais pas du tout, vu qu'à chaque fois c'était un peu difficile, vu qu'à chaque fois on a ce truc que je viens du bas et les autres viennent du haut. Il m'a facilité et voilà, j'ai duré 1 an avec lui, 1 an, et ce qui m'a totalement libéré. Et voilà, ensuite j'ai joué il y a 2 ans avec Eric Guichard, qui m'a gardé, qui m'avait dit qu'il me connaissait pas, donc ça a été encore un peu difficile d'entendre des phrases comme ça. J'étais revenu en retard et début un peu difficile, mais voilà, j'ai réussi à faire ma place facilement au bout de 3 matchs. J'étais sur le banc, je suis rentré, ensuite voilà, j'ai fait mon année complète avec Eric Guichard. Fin d'année d'N3, toujours un doute sur Bilal parce qu'il n'a pas connu la N2. Ça fait mentalement toujours... on se remet en question, toujours en train de se battre avec soi-même. Ça veut dire plus de travail, plus dur avec moi-même. Et voilà, j'ai toujours cru en moi. La dernière N2, sur la N2, j'ai fait tous les matchs possibles pour la blessure en fin d'année. J'ai eu un match pour le carton rouge. Dès le premier match, à cause du stress, du 35e minute, pris un rouge. Et voilà, après, je suis revenu au bout de... Le match d'après, il m'avait repris quand il pouvait. Et sur les 23 matchs que j'ai pu faire, ou les 22 matchs que j'ai pu faire, j'ai fait 13 matchs titus. Très bien. Voilà, et maintenant, toujours aussi libéré. J'ai bien joué. Intéressant. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant chez Bilal, c'est que, comme il dit, il arrive à U19, d'un niveau un peu plus bas, et malgré les difficultés, il a toujours réussi à répondre présent et à passer les différents paliers. On s'est connus à ce moment-là, quand on était en U19, il y avait d'autres joueurs qui venaient de centres de formation, qui venaient un peu d'ailleurs, et qui étaient en concurrence avec Bilal là-dessus. Et quand on prend la photo il y a quelques années, les cotes sur Bilal, elles étaient à 20. Elles étaient très élevées. Alors que quand on regarde la photo finale maintenant, la plupart de ces joueurs ont arrêté ou jouent à des petits niveaux. Et Bilal, c'est celui qui a le mieux réussi quasiment de cette génération. Et ça, c'est félicitations à lui. C'est aussi grâce à une grosse force, comme il dit, de confiance, de mental, d'arriver à toujours continuer malgré les difficultés. Et comme il va nous le dire après, c'est un joueur aussi qui joue beaucoup avec le cœur sur le terrain, qui se donne à 200%. Et c'est ce qui est l'une de ses forces. C'est ce qui fait que le mental, c'est tout. Dans le football, c'est pas que les jambes. Mais en tout cas, c'est un parcours qu'on va vraiment pouvoir, que s'il y a des jeunes qui écoutent, peuvent vraiment s'en inspirer. C'est vrai qu'à Boron, on en a connu aussi d'autres, je pense par exemple à Othman Dadoun aussi, pareil, qui a, quand il avait 17, 18 ans, 19 ans, joue à des niveaux beaucoup plus bas, qui a réussi par la suite à signer un contrat professionnel. La Ligue 2, il a touché jusqu'à la Ligue 2. Et voilà, maintenant, je crois qu'il est en National 2. Il est parti aussi au Luxembourg, il a eu un beau parcours. Et pareil, il avait une cote qui était élevé. Il était en 2, quand j'étais là, il était en 2 avec nous. Et quand il est parti, travail. Clairement. Et ça, c'est des parcours qui sont inspirants parce que, au final, pour réussir, pour atteindre un certain niveau, tout le monde réussit à son échelle, mais déjà pour jouer en N2, c'est déjà une belle réussite. Et il y a différents chemins qui existent. Et notamment, celui de Bilal peut être super inspirant pour plein de jeunes là-dessus. Des jeunes notamment que Yo s'occupe au quotidien là-dessus. Et justement, toi, c'est quoi un peu le travail que tu essayes de mettre en place au club, justement, avec ces jeunes? Quelles sont les valeurs que vous transmettez un peu?
La première, je rebondis parce que j'avais fait venir Bilal et Cyril. On parlait aussi Ok. de Cyril Martin Pichon tout à l'heure. J'avais fait venir avec les garçons parce que c'était deux parcours différents. Ah bah ouais, Cyril qui est formé à la SSE, Voilà. qui déjà des jeunes était avec l'équipe réserve, l'équipe pro, et au final cette saison, bah les deux On a se joué sont ensemble, affrontés. ouais. Ouais, on On a ça, joué ça même calme. ensemble. Ouais, On a même joué ensemble, c'est vrai, et ouais. après, on s'est affrontés. Ouais. Mais ouais, il y avait ça. Et puis tu disais, Bilal, il jouait avec le cœur. Je me souviens du match de la montée. Ouais. Je sais pas si où Où tu je étais m'ouvre, ouvert, ouais, t'avais je- joué avec un bandeau sur la tête. Ouais. Ouais, c'est des valeurs qui sont importantes. Tu parlais des valeurs qu'on apporte aux joueurs. Forcément, déjà, les premières, c'est celles qui sont du territoire. Mm. La première, c'est historiquement, c'est un club qui est issu de deux quartiers, Prépommiers et Champfleury. Donc ça, il y a une valeur qui est forcément forte là-dedans, Clairement. où on veut une identité aussi qui soit du territoire, parce que nos bergaliens, ben, on veut les emmener au plus haut. Je te parlais du foot animation Ouais. notamment. Donc ça, c'est une des premières valeurs. La deuxième, c'est qu'on veut des garçons qui soient bien sur tous les aspects à travers les sports et études. Je mentionne Adrien Commandeur qui a monté ça avec Dylan Raïs, etc. Et puis forcément à un moment Manuel de Almeida, qui était l'ancien directeur sportif qui a travaillé aussi dessus. C'est des projets où on veut que scolairement on leur donne un accès à la réussite. Avec le foot pour tous, je parlais des projets solidaires où il y a une aide aux devoirs. Donc tu vois, finalement on veut que tous les piliers soient bien alignés, aussi bien sur le sportif que sur le territoire, que dans le développement. Et puis dans le jeu, ben, je parlais tout à l'heure d'Armand Garrido, mais Armand est dans les grandes années du centre de formation de l'OL. Ouais. Donc forcément, en termes de valeur, je dirais que c'est la troisième qu'on veut importer, qui est très forte. C'est que nos équipes, on veut qu'elles aient le ballon. On veut avoir une possession plutôt importante dans les matchs. Et il faut aussi pour ça des joueurs comme Bilal qui vont nous permettre, dès les jeunes, de pouvoir récupérer les ballons quand on les perd. Donc ces trois valeurs, elles sont liées aussi par rapport au poste et par rapport au profil de nos joueurs. Clairement. Mais ça, c'est vrai que, tu vois, on parle de jouer avec le cœur. Moi, je me rappelle des Bilal, on avait fait un match, alors je sais pas si tu t'en souviens, c'était vers Andrézieux, il me semble. Et justement, c'était en U19, à ce moment-là, on jouait un peu la montée, on jouait le top 3, et l'idée, c'était vraiment d'aller remonter, du coup, en Ligue Honneur. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ouais. Et match très, très dur, très, très fermé. Et le buteur du jour, c'était Ouais, justement je me Bilal. rappelle, ouais, Tu te rappelles le but que tu avais marqué? Il repousse le ballon, le gardien, Ouais. et je la pousse. Ouais, J'en ai pas mis beaucoup, ça veut dire, je me rappelle. Exactement. Ouais. Et surtout, en fait, c'est un but, il Il était à mon image, c'était en gros. limite, il tacle pour Ouais, rentrer, pour marquer, pour faire- rentrer dans le but, ouais, c'est C'est vrai. ça. C'était à mon image, c'était guerrier jusqu'à même marquer, c'était avec un Ouais. tacle. C'était beau, ce match-là, il était beau. Donc, il a J'avais vraiment pas marqué salué. beaucoup, donc je me rappelle. Ouais. Je crois que c'était l'un des Mais derniers. celui-ci était important et ça nous C'était avait permis important. vraiment d'y croire jusqu'au bout. Ouais. Et c'est vrai que Bilal, il a beaucoup de qualités. On a parlé de celle-ci, mais aussi balle au pied aussi. Il sait Ouais. faire des choses. Il y a plein de choses intéressantes. Et justement, on va en parler un peu de. Si on revient un peu dans le passé avec cette montée de N3 en N2, qui est mine de rien des échelons qui se rapprochent du semi-pro professionnel, qui c'est des choses intéressantes. Comment tu as vécu un peu cette saison? C'était historique pour toi? C'était la première montée que tu as connue? Ouais, c'était la première Ouais. montée. Moi, je sortais, comme j'ai dit, de Jérémy Clément. Donc, la Ouais. confiance, il me l'avait gonflé à bloc. Clairement. Parce Qu'est-ce que qu'il ça- avait fait un peu pour te... Qu'est-ce qui avait changé dans ce avec- rapport? Je me rappelle mon premier match quand je vais. Il était co-entraîneur avec Laurent Rugel qui avait un doute sur moi, qui voulait pas, même à la dernière minute où on me met titulaire, il me dit qu'il le sort du vestiaire pour dire est-ce qu'il est encore sûr de me mettre alors que je suis sur la feuille de match, je suis à 2 doigts de rentrer. Et Jérémy Clément, il a dit qu'il me sentait prêt. Et il était venu vers moi, je me rappelle comme un petit frère. Il m'avait fait un bisou, il m'avait dit en gros, t'as pas à t'inquiéter, c'est un match comme les autres, comme l'entraînement, tu joues comme tu sais faire. Et je suis rentré et le match, ça se passe super bien. Et à partir de là, je me suis un peu libéré. Et voilà, hein. Après, il y a eu le Covid, ça fait que ça s'est arrêté. Et Jérémy est passé premier entraîneur. Et là, j'ai eu une année où il a beaucoup compté sur moi. J'ai dû faire 1 ou 2 matchs remplaçants. Et il a travaillé sur toutes mes qualités, comme tu dis, mentales, sur la confiance, sur la technique, sur tout, même les transversales où j'avais un problème, comme il disait que je faisais FNH, donc ça veut dire il a dû tout reprendre à zéro avec moi, et même sur le déplacement surtout, et voilà, et ça a été celui qui m'a le plus formé dans le foot directement, qui a plus confiance en moi, qui m'a le plus regardé. Et voilà, hein. On n'est pas monté avec lui, dommage, mais... Ouais, c'est vraiment ce fait de mettre l'accent justement sur le travail individualisé avec toi. Après, que c'était son poste aussi, ça fait qu'il se voyait en lui, ça veut dire même à l'entraînement, quand je commençais à être un peu plus technique, où je me sentais un peu mieux,
il me recadrait. Il me disait, Bilal, l'entraînement, je veux que tu la lâches vite, pas plus de 3 touches de balle, tu récupères, tu donnes, ton travail, c'est ça. Il m'a appris vraiment le poste de 6, on va dire, à son image. Ouais. Ah, c'est ça qui est intéressant, tu vois, cette confiance, ça peut venir de là, justement, de beaucoup d'échanges là-dessus, de cette relation, parce que vous avez des points communs entre les deux, le poste, les échanges aussi qui se passaient très bien par rapport à ça, et tous ces aspects à l'entraînement qui t'ont permis de monter, au fur et à mesure, monter en puissance. Comme j'ai dit, Jérémy m'avait mis un bloc, il m'avait dit, aie confiance en toi-même, même si les gens n'ont pas confiance en toi. Et voilà. Ouais, c'est important de identifier, permettre aux joueurs de comprendre ses qualités, de mettre l'accent dessus, et puis même pour toi, de sentir que tu es soutenu par quelqu'un. Si tu en as au moins un des deux qui te soutient, ça permet d'être plus libéré sur le terrain, et pas toujours cogiter en disant, si je fais ça, celui qui justement prend les directives peut derrière et surtout me la punir facilité de parler avec aussi la personne. La proximité, ouais. Voilà, parce que ça a été un peu plus difficile avec Eric Guichard. Mais voilà, vu que j'étais passé par Jérémy Clément et que encore à l'heure actuelle je lui parle, et encore l'année dernière on s'appelait, et voilà, je lui donnais mon avis, il me disait comment, sois patient, il me parlait, et voilà, on se suit toujours de loin, mais il me suit toujours. Donc là, directement. Ça c'est top. Et toi, Yo, qu'est-ce que tu mets en place un peu avec tes jeunes des fois dans pareil, ces aspects pour essayer de développer leur confiance ou leur faire prendre conscience un peu des qualités qu'ils peuvent avoir sur certains joueurs que tu peux avoir? Il parlait de Jérém, du coup, je suis obligé d'en parler, qui me disait que c'était une catégorie, il trouvait que cette catégorie était particulièrement compliquée. C'est vrai qu'on a de la chance. Le garçon qui arrive en U15, il est entre la sortie de l'enfance et le passage de l'adolescence. Donc on vit toute l'année avec lui, toute son évolution. Donc déjà, celui qu'on récupère en début d'année, avec qui on travaille, c'est pas tout à fait la même personne qui nous quitte à la fin de l'année, et qui passe dans la catégorie au-dessus. Donc forcément, la première chose, c'est d'essayer de les responsabiliser à travers plein de petits codes avec eux et puis avec les parents forcément. Le but, c'est que les enfants aient l'info, aillent chercher un petit peu les siennes et qu'il ait un besoin d'aller chercher une information. Donc forcément, ça implique plein de choses au quotidien. Et puis forcément, nous, on a cette ambition-là d'être très dans l'échange. Quand je dis dans l'échange, c'est pas des choix sportifs, même si on peut être amené à discuter avec le joueur quand il y en a besoin. Il n'y en a pas besoin toute la saison. C'est sûr. Mais il y a des moments où il y en a besoin. Un garçon qui peut ne pas comprendre parce qu'il s'est passé X entraînements entre deux compétitions. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et puis tout à l'heure, on parlait des fiches de poste. Pour les joueurs, forcément, dans l'autonomie, dans la capacité à s'auto-évaluer, c'est déjà quelque chose qu'on cherche à développer. De savoir, je dis bêtement, je suis milieu défensif, dans le match, les attentes du coach, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend de moi, et au contraire, qu'est-ce qu'on n'attend pas forcément, où là je suis dans le dépassement de fonction, peut-être à l'excès, et c'est pas forcément intéressant. Des fois, c'est pas... C'est exactement ça. Et puis après, nous, on travaille beaucoup, on en parlait en off, mais moi, je travaille beaucoup avec des sociogrammes, avec le profil MBTI, avec les profils d'apprentissage de mes joueurs. Donc forcément, c'est des choses qui nous permettent de mieux les connaître avant de travailler avec. Et puis tout au long de la saison, de pouvoir réévaluer où on en est par rapport à ça et développer justement aussi bien pour le staff, pour les gens qui travaillent avec moi, que ce soit l'année qui vient de passer ou l'année qui arrivera, pour que nous on progresse sur nos défauts ou sur nos besoins plutôt, je dirais, et que ce soit pareil pour nos joueurs, donc en fait qu'on les accompagne dans une évolution à eux, mais qui sera aussi notre évolution à nous. Et je trouve que c'est plutôt riche qu'on associe l'évolution de chacun dans cette saison. Ça, c'est très important, de toute manière, à chaque fois, d'être capable de s'auto-évaluer, mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous, pour pouvoir après, derrière, être plus performant. Ouais, super intéressant. Et par rapport à ça aussi, Bilal, je voulais te poser un peu des questions sur la saison du coup de la montée. C'est quoi un peu pour toi les clés de la réussite, justement, de cette saison, les ingrédients qui ont fait que vous vous êtes retrouvés à passer justement de N3 à N2 sur cette année-là? L'ingrédient, c'est que ce qui est plus difficile, je pense, pour un coach, c'est de créer cette cohésion, l'adhésion au groupe, projet. Voilà, ce groupe. Et on était un peu tous amis. Personne se tirait un peu, on se tirait dessus comme dans les clubs un peu plus hauts, ou des années où j'ai été, où la concurrence a été malsaine. Là, il a réussi à faire une vraie cohésion, un vrai groupe. Et voilà, c'est passé par quoi un peu les ingrédients là-dessus pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence que tu n'avais peut-être pas connu avant ou que tu avais déjà connu, mais où il a mis plus l'accent dessus? Je sais pas, parce que je pourrais pas te dire, parce que celle de Jérémy Clément, c'était une année où, pour moi, on devait monter. Et il y avait un cadre un peu plus haut que nous, qui avait un peu plus, financièrement, un peu plus de
De ressources. est bien Thomas Gaillard. Et je pense que quand on a passé, Djemal, il a ramené beaucoup de joueurs de l'extérieur, beaucoup de joueurs expérimentés, et qui c'était un mélange de joueurs d'expérience et de joueurs qui venaient comme moi de passer le cap. Et voilà, et Eric Guichard, il a réussi à nous créer une cohésion avec l'avant-saison. Et je pense que c'est vraiment ce côté financier et ce côté où l'entraîneur a peu de temps pour en faire une équipe, un groupe, et cette cohésion, bah voilà. Et créer cette dynamique qui vous a amené du début jusqu'à la fin à rester focalisé. Voilà. Ça veut dire, moi, j'étais en concurrence avec Falou, j'étais en concurrence. Mais en dehors, on allait manger ensemble, on allait boire ensemble, et tout se passait bien. Si c'était lui qui jouait, bah, je l'encourageais. Si c'était moi qui jouais, il m'encourageait. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Il est encore avec moi. Et pour tous les postes, c'était comme ça. Alors que les années d'avant, on va pas dire celle de Jérémy Clément, parce que celle de Jérémy Clément, il y avait pareil, mais comme j'ai dit, voilà, il y avait un gros cadre. Mais les années d'avant, il y avait beaucoup on se tire dessus, il veut que les stats. Voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça, et je pense que c'est vraiment ce côté-là qui. Mais je te rejoins là-dessus. Là, moi, j'ai bossé avec aussi un footballeur pro là-dessus, qui a eu la chance d'être champion cette année. Et il y avait beaucoup là-dessus sur cet échange en dehors du terrain, cette place qu'il y avait, et notamment sur des temps off avant des matchs, se retrouver au domicile d'un des joueurs pour passer des temps extra football qui permettaient juste de mieux se connaître. Là, c'était un pays étranger, du coup de pouvoir mixer un peu les hispanophobes, les francophones, et de pouvoir un peu échanger, mieux se connaître, et pour que même s'il y a de la concurrence sur le terrain, en dehors ça reste sain. Ça reste sain, et même sur le terrain ça reste sain. Quand on n'était pas pris dans le groupe, on savait pourquoi, et on n'avait pas ce truc de se dire il est plus nul que moi, ou voilà, on avait cette vision négative là-dessus. On travaillait plus, et si on était pris, on était pris. Si on n'était pas pris, voilà, on travaillait, on prenait sur nous-mêmes et on travaillait. C'était ça. Youk, vas-y, tu voulais réagir par rapport à ça? Non, c'est sûr qu'il disait, tu vois, dans l'objectif pour un coach, c'est toujours d'avoir cette cohésion-là. Après, nous, c'est bête à dire, mais ça match en très peu de temps, et tous les groupes sont différents. Donc en fait, tu peux répéter les mêmes choses avec 3 groupes différents. T'auras toujours 3 résultats différents dans la cohésion. Et c'est sûr que groupe 2008, j'ai eu le premier 15 R1 où forcément il faut avoir des stratégies. Il y avait un groupe avec beaucoup de caractère, et forcément je dirais toujours que du bien des joueurs avec qui j'ai travaillé, mais forcément il y avait un gros caractère, et il fallait comprendre un petit peu les enjeux. Et tu vois, aussi bien nous en tant que coach, on peut essayer de poser un cadre très strict à ce moment-là, parce qu'il y a ce besoin-là, et puis demander à l'adjoint d'avoir ce rôle un petit peu de polissage avec le groupe pour être copain, et puis derrière avoir un groupe 2009 comme cette année, où ce qui a marché, c'est finalement quand moi j'ai été beaucoup plus doux avec eux, et tu vois, ça, sur les premières semaines tu t'en rends pas forcément compte, tu poses un cadre qui peut être identique et qui n'aura pas le même retour. Et du coup, pour nous, en tant que coach, ce qui est très dur, c'est de faire comprendre aux joueurs l'objectif qu'on va avoir, mais qui est commun à tous. Bon, je te parlais tout à l'heure de moi, quand je parle d'évolution, à celui qui est adjoint ou ceux qui travaillent avec moi, mon intérêt, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt à tirer le groupe vers le haut, parce qu'eux, ils ont un rôle important toute la saison. Pour moi, il y a un intérêt à que tout le monde tire dans le même sens. Et bien l'idée, c'est important, c'est que le joueur qui est remplaçant ou qui est pas dans le groupe, moi je le considère comme, si on gagne, c'est grâce à lui aussi qu'on a gagné, c'est son investissement des séances de tout au quotidien. C'est lui qui amène cette concurrence et cette effervescence, et pourtant, comme je l'ai dit souvent cette année, il a raison d'être frustré. Mais c'est lui qui permet que le groupe vive bien, et de l'accepter parce qu'il y a un intérêt. Je prends cette année, et je le souligne, un garçon à Neuville, qu'on fait sortir, qu'on fait rentrer puis sortir. Si on prend pour un adulte, c'est dur à vivre. Pour un gamin qui a 14 ans, c'est extrêmement dur à vivre. Et ce qui a été une grosse satisfaction pour nous, c'est que le gamin, en sortant, il dit non, je sais, c'est pour l'intérêt de l'équipe. Et tu vois, quand on arrive à ça, pour nous, c'est une fierté. Mais je le répète, ça c'est pas tout le temps. Le message, il n'est pas pris de la même manière. Clairement. Et surtout chez les jeunes, parce que chez les jeunes, ils ont une pensée autre que du football. Ils sont déjà en train de couper leurs chaussettes à 13 ans, 14 ans. Ils sont, non, c'est vrai. Plus ils sont là, ils pensent qu'à eux. C'est ça. Ils pensent pas tout le temps à l'objectif. Ils pensent surtout à leur évolution à eux. Et souvent, à leur niveau, ils ont beaucoup des parents qui leur gonflent la tête comme ça. Alors projet que, Mbappé. Projet Mbappé. Et pareil,
limite, il écoute plus son père ou sa mère que l'entraîneur. Mm. Clairement, mais c'est vrai qu'avoir l'adhésion comme ça de l'ensemble de l'équipe pour atteindre la même cible, c'est ça le plus important, le plus difficile, le plus complexe. Et comme vous dites, selon le groupe, on peut avoir le même groupe ou des groupes différents, mettre des ingrédients plus ou moins les mêmes. Ça, on aura toujours deux résultats différents. Et c'est là que justement le coach va devoir être bon, va Ouais, devoir comme, prendre un... je prends un exemple, à un moment donné, dans la montée, on était, je crois que c'était au bout du 9e, 10e match, Vallière passe devant nous, Mm. il nous regarde et il nous dit, bah écoutez, on va arrêter voilà, d'avoir la tête un peu gonflée, on va y aller petit à petit, et faut reprendre notre place, mais on est allé vraiment, vraiment petit à petit, c'était vraiment... Il nous a dit, vous n'êtes pas premier, vous avez rien fait, on n'est même pas à la mi-saison. Parce que quand tu commences à être premier, Ça va vite. là, ça va super vite, tu commences à être premier, tu commences à te regarder pas de la même façon. Et ça fait que, heureusement qu'il y a ce rôle de ce coach qui vient un peu dégonfler la tête en mode, allez, faut descendre d'un cran, vous êtes deuxième, vous êtes loin d'être monté et vous avez rien fait dans le football. Et je me rappelle que quand Éric Guichard nous avait parlé de cette manière, bah, après la mi-saison, c'était plus la même équipe. Et vraiment, pour nous faire flancher, il fallait vraiment une grosse équipe. Et c'est là où, tu vois, c'est grave différent. On en a parlé beaucoup avec Jim Nierlo cette année. Et où à chaque fois, moi, j'ai un point de vue que formation du jeune. Et Jim essayait de m'ouvrir sur l'aspect senior. C'est que le senior, de lui parler comme ça, ça peut marcher. Ouais. Aux jeunes, on peut pas leur dire pratiquement. Parce qu'à partir du moment où on va leur dire, ça va rester dans la tête, ça va le marquer et on va le mettre au fond du seau et on le relèvera plus. C'est deux publics vraiment différents par rapport à ça. Quand on est jeune, on est aussi beaucoup plus investi. Presque le foot, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Alors que quand on devient adulte, on a peut-être d'autres priorités. Bilal les connaît. On a la famille qui va être autour. Pour certains, on va avoir des enfants. Il y a plein de choses qui mettent des priorités à différents endroits. Et ça, c'est différent. Pareil, quand on est jeune aussi, la cohésion. Donc, pour ceux qui... On rentre un peu dans le sujet, mais il y a la cohésion sociale et la cohésion opératoire. Opératoire, c'est le fait d'être performant sur le terrain, et social, plutôt de bien s'entendre en dehors. Quand on est jeune, ça se travaille beaucoup plus facilement parce qu'ils sont souvent à l'école ensemble. Si on a des structures aussi un peu classe à horaires aménagées, pareil, ça se développe naturellement. Sur du monde senior, c'est plus compliqué. Chaque année, encore on voit cette année, il y a des éléments qui quittent le club, des nouveaux qui arrivent. Il y a toujours une rotation, ce turnover, qui fait que cet équilibre, il est toujours présent, mais il peut être fragile par rapport au départ, aux arrivées. Et en groupe, même s'il y a un noyau avec des joueurs cadres et des joueurs plus d'expérience, il est amené toujours à évoluer avec les arrivées et les départs les deux là-dessus. Mais ça, c'est toujours quelque chose qui est très important à garder en tête et à savoir que quand on veut atteindre des objectifs, c'est sûr que des discours, on peut en avoir pour des jeunes, pour des seniors qui seront différents et c'est là que le coach va devoir s'adapter. Guardiola disait pareil, il faut être vigilant dans les défaites, mais encore plus vigilant dans les victoires. Par rapport à ce que disait Bilal, parce que c'est souvent là où peut-être on va baisser le pied, on va être un peu moins rigoureux, il va y avoir peut-être... rigolade à l'entraînement, Après, c'est pas fait exprès, c'est vraiment dû au résultat, dû à une bonne cohésion, comme j'ai dit, dehors on se voit, des fois on mélange entre entraînement et chez le copain. C'est ça. Après voilà, il faut toujours ce côté du coach qui vienne recadrer un peu la chose, et ça avait bien marché il y a 2 ans. Et c'est ça qui vous a permis du coup de monter là-dessus. Et pareil, Yo, toi à ce moment-là, t'étais aussi. Comment t'as vu un peu cette montée un peu de l'extérieur Comment t'as vu ça un peu? De l'extérieur ou de l'interne, parce que lui, il est beaucoup... Ton point de vue là-dessus sur cette montée historique moi j'ai cette chance, c'est que je suis entre les deux. Et j'en parlais il y a pas longtemps, je disais que la dernière montée que j'avais vue d'un groupe senior de mon club, c'était l'OND. C'était la montée en R3 et avec mes cousins en plus, les jardins qui étaient montés. Qui était incroyable aussi. Se monter en R3, c'était belle. Et c'était fou. Et finalement, j'ai la chance de travailler toute la semaine au bureau et d'échanger quotidiennement avec les joueurs, avec tous. Et je trouve que pour nous, c'est hyper impactant en tant que coach parce que on a toujours ce message que une montée, c'est une aventure humaine. Toutes les saisons, en fait, sont une aventure humaine. Et cette saison-là, ce qui était particulièrement impressionnant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le joueur qui jouait pas, le lundi à la séance, il arrivait avec le sourire. Et le coach a su impacter tous ses joueurs pour qu'il y ait un objectif, je pense, commun. Et forcément, ça a fait du bien. Et c'était impressionnant parce que j'ai même fait des déplacements à l'extérieur
dans leur saison, ce qui était fort, c'est qu'à l'extérieur, ils ont... Bon, j'ai le souvenir du match à Chambéry, où en fait, tu te dis qu'ils peuvent jouer pendant 200 minutes, ils prendront pas un but. Et pourtant, sur ce match, ils ont été malmenés. Enfin, c'était fou. C'était dur. Et... Je me rappelle, moi, j'étais sur le côté, j'étais suspendu après 3 jaunes. Et ouais, quand je les regardais, je me disais, ils peuvent aller 50 fois au but et ils pouvaient rien avoir. Ça passera pas. Tout le monde défendait du premier au dernier. Tu regardais l'attaquant Aziz, je me rappelle, on dirait un défenseur central. C'était beau à voir. C'était beau à voir. Après, ouais, il y a eu des matchs un peu plus compliqués, mais il y a eu ces matchs-là, et ça nous a permis d'être encore plus forts pour les matchs d'après. Ça, c'était... Et tu vois, il parle de ça, et moi, je me projette beaucoup sur des matchs ou sur des exemples que j'ai eus qui me font me dire des fois que les choses peuvent tourner. Je crois qu'il y a un des matchs qui a été fédérateur pour moi, en tout cas, c'est le match contre Clermont qu'on fait l'année de la montée, où on gagne 3-2, et en fait, on est mené 1-0. Et on est 1-0, je crois, si je dis pas de bêtises, à la 50e. À la 50e. Et on se dit, le match, on passe à côté, quoi. On est en train de foirer le match. Double arrêt de notre gardien juste après. Ouais. Il y a double arrêt, et c'était Étienne Métro. Ouais, c'était Étienne Métro. Et derrière, il y a égalisation pour nous. Il remarque derrière dans la foulée. On se dit, là, les gars, ils avaient fait le plus dur, putain, on était au bord de la montée. Et derrière, on remarque 2 buts. Et en fait, de se dire que, forcément on se projette parce qu'en tant que coach tu te dis des fois putain t'es mené 2-0 à la mi-temps ou tu peux être mené à telle circonstance du match et puis finalement ces matchs-là sont référents pour les gamins parce qu'ils viennent les voir et de se dire que finalement sur un truc anecdotique le match peut tourner. Enfin, je me rappelle que c'est sur un corner qu'on marque et sur un cafouillage et tu dis que sur une occasion qui n'est pas une occasion le match tourne complètement. Et pour les gamins, c'est hyper impactant. Et à 2-2, je me rappelle à 2-2, c'est pour le dire, en gros, ce côté où on n'avait pas cette pensée que l'objectif de notre stat. À 2-2, je me rappelle que j'avais un jaune, et on marque, il garde le ballon dans la main, le gardien, bref, j'ai dit un peu n'importe quoi, voilà, pris par le match. L'arbitre il me regarde, il me dit toi prochain c'est rouge. Je vais vers l'entraîneur, je lui dis faut que tu me sors. Je vais prendre un rouge, c'est mieux que ça soit un autre qui rentre. Il rentre, changement 3-2. Et voilà. Ça c'est beau parce que tu vois ça montre justement la sagesse là-dedans parce que t'arrives à analyser ça, t'arrives à comprendre ça et tu te dis ok là je vais peut-être commencer à handicaper, en tout cas moins aider l'équipe. Je sais qu'un autre va peut-être plus l'aider, donc je préfère pour l'équipe mettre l'équipe au-dessus de tout, demander le changement pour apporter là-dessus. Et ça c'est super intéressant. Et nous cette chance-là qu'on a dans le rôle, parce que Billy disait que je suis un peu à l'intérieur aussi, c'est que les salariés, je parle pas que de moi, mais tous les salariés, on mange souvent ensemble avec les joueurs, enfin avec les salariés du club quoi en fait. Et nous, on a ce rôle-là un petit peu de réconforter les joueurs sans le vouloir, parce qu'on est au bureau, on travaille la semaine, ils ont séance, ils nous voient, naturellement. Et c'est vrai que en tant que salarié, si le joueur passe nous voir et que nous on va passer des messages négatifs, ça va l'impacter et ça va nous impacter parce que c'est notre club et voilà. Des fois, quand on a envie de parler à quelqu'un, des fois je vais voir Yo, je vais lui parler à lui, ce que je veux pas parler au coach ou que je veux pas parler aux joueurs à côté. Yo il venait, il était beaucoup investi, il sait toutes les qualités des joueurs, il sait tout. Et lui il a ce côté entraîneur aussi, ça fait que lui en plus il prend de l'expérience et nous, moi quand je lui parle et il me parle, ça nous voilà, il a ce côté entraîneur, donnant. Ça fait que quand j'allais voir Yo, je lui disais alors t'en penses quoi de ça ou t'en penses quoi de ça ou c'est pourquoi c'est, et il avait toujours une réponse à quelque chose et il nous calmait, parce que des fois on est quand même des humains, on est quand même des sportifs de voilà. Et tu vois, Bilal, il parle de ça. J'ai souvenir d'un match, je sais pas si tu te rappelles, mais où un des coachs l'a sorti à la mi-temps, et on était dans le tunnel et on discutait, et beaucoup de frustration. Et finalement, je pense que ce rôle-là qu'on a, c'est peut-être mieux qu'ils le disent à nous et que nous on tempère et qu'on mette les formes et que, ok, si demain tu dois aller parler au coach, arrondis plutôt comme ça. Tu parles à lui, tu lui parles. Des fois, on n'avait même pas besoin d'aller le voir parce qu'on s'est vidé vers lui. Il nous disait le lundi, j'avais vidé ce que j'avais à vider, mais c'était reparti. On n'avait même pas besoin d'aller voir le coach ou canaliser un peu là-dessus. Et ça, c'est très important. Ça montre aussi cette valeur un peu famille de beaucoup de gens comme ça qui sont impliqués, qui sont très très importantes, et que chaque émotion que vous avez vécue sur cette saison, il y avait les joueurs qui vivaient ces émotions, qui les transmettaient aux jeunes qui venaient les voir, aux salariés, tous les bénévoles du club qui étaient aussi présents. Et ça, c'est une vraie expérience de vie. C'est pour ça que le mot qu'on retient vraiment de ça, c'est l'expérience de vie de cette montée là-dessus.
Ouais, je pense que la soirée de la montée, c'était... Non, mais c'était quelque chose. En fait, Déjà, pour sortir du terrain, c'était quelque chose. Ouais, déjà. parce clairement. qu'on a eu les inondations et tout, Ouais. et on avait balayé, je me rappelle, on avait balayé avec Jemal, Ouais. les lignes, enfin à la fin, on était au poteau de corner, enfin c'était fou. Mais c'était vraiment Ouais. la fin d'une aventure C'était humaine, tu vois. vraiment, comme il avait dit, moi, c'était la guerre. Je m'étais ouvert la Ouais. tête, j'avais remis un Il a bandeau, joué avec j'étais un bandeau, rentré. Lui, la personne qui était en face de moi, lui, il était sorti. Ça fait que, non, c'était vraiment fallait voir le dernier match. Expérience vécue à fond, C'était- vraiment. tous et les rien que joueurs, vous tous les joueurs, ils vous enlevaient arrêtez. avec le seau d'eau pour Ouais. pas qu'ils annulent le match. Bien sûr. On vidait le terrain d'eau. C'était magnifique. Même eux, ils étaient là en train de se mettre comme ça. Non, C'était bien, bon d'y aller bien. Ah là-dessus. non, c'était... En fait, ça concluait vraiment l'aventure humaine et de se dire que, bah, tu parlais, on remercie tout le temps, mais les bénévoles, Ouais. et enfin, en fait, c'est... Sans en fait, eux, faut on que est ça rien. matche. Sans eux, on est rien. Sans eux, on est rien. Et ouais, voilà, tu vois, fallait que ça matche parce que on n'est pas coach, on n'est pas dans le staff, on n'a pas d'impact sur les choix, mais par contre, on a forcément un rôle à jouer quand on est supporter, je pense au COP, mais quand on est supporter du club, on a forcément un rôle à jouer. Et tu vois, en lien avec la préparation mentale, mais le joueur, il est toujours conditionné aussi par ça. Bien sûr. Et par son environnement. Et je pense que tu me contrediras pas, mais que le joueur qui est en confiance, dans une zone de confort en tout Ouais. cas, ça va l'amener un petit peu plus haut. Clairement. Ouais. Clairement, tu vois, par exemple, Bilal, de savoir qu'il peut échanger, qu'il a des personnes de confiance autour de lui, c'est super important. C'est pas qu'il y a des différents clubs qui sont plus faciles que d'autres, dans des conditions plus faciles que d'autres. On peut passer par exemple à Marseille, il y en a sur un climat hyper particulier qui peut être difficile pour certains joueurs là-dessus, au contraire, des fois galvanisant aussi pour d'autres. Mais en tout cas, vraiment ce contexte, c'est pour ça qu'on a des fois des joueurs dans une carrière qui vont passer dans un club et qui vont briller dans ce club-là parce que tous ces ingrédients-là C'est un match. matchent au mieux pour eux. Et des Ouais. fois, c'est pour ça qu'on peut dire, ok, bah, peut-être j'ai une meilleure situation maintenant que d'aller dans un autre club là-dessus. C'est des calculs un peu là-dessus. Des fois, il suffit d'une personne, comme on a dit. D'une Clairement. année à une autre, une personne, comme moi j'ai dit Jérémy Clément. Il suffit juste d'une personne qui fait que tu te rends compte t'as de ce tes déclic. qualités, ce déclic. Et voilà. Ouais, clairement. Et après, qu'est-ce que ça a changé pour toi un peu la formation, Yo, sur cette année-là, si on bascule maintenant dans l'année qui vient de se terminer, de N2, 2023-2024, cette saison sportive, qu'est-ce que ça a changé toi, pour toi directement avec les jeunes, qu'est-ce que tu as pu observer? En deux temps, c'est que moi, dans mon parcours sportif, on a beaucoup été axé sur comprendre. Moi, j'ai eu besoin de mettre du sens, surtout, et de comprendre comment les choses marchent, comprendre un petit peu les enjeux, et puis essayer d'identifier certains profils. Enfin, en fait, surtout regarder sur l'autre. Ouais. Le BEF, ce que ça a apporté déjà, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. Et finalement, c'est vrai que quand tu es toujours dans le regard que tu portes aux autres ou comment tu peux aider l'autre, comme on l'a fait avec moi dans mon parcours, d'apprendre à se connaître, bah, des fois ça peut mettre une claque et ça l'a été parce que finalement tu découvres que bah, tu as plein de choses à travailler, plein de choses à apprendre et qu'il y a des choses que tu gères pas forcément bien. Je pense tu vois, on est sur la PM, donc sur la gestion des émotions, le stress notamment, où ben, enfouissent ou beaucoup de choses. Des axes d'amélioration voilà. De ce côté-là. Et c'est sûr que déjà là-dessus, ça m'a appris à avoir un regard sur moi qui soit différent. Ça m'a appris à comprendre un petit peu tous les enjeux de mes attitudes que je peux avoir, et puis forcément de mon langage. Qui a un impact qui est important. Donc là, déjà, je parle de moi. Après, forcément, on est précis sur le contenu terrain. Mais parce que c'est un brevet d'État, parce que c'est un diplôme qui se veut être précis justement sur les contenus apportés. Ça apporte des rencontres aussi. Alors, je peux citer Ben Cornier qui a joué, qui a été ancien pro, ou Ramdé Dola, mais je peux en citer plein d'autres en fait, parce qu'on a vécu une aventure humaine encore. Pendant un an, je l'ai dit toute l'année, mais on part pas tout le temps avec des copains pendant 7 semaines dans notre vie, où on vit avec eux. Là, c'était le cas. Donc, ça t'apporte aussi quelque chose. Parce qu'il y a des préparateurs mentaux, il y a des préparateurs athlétiques, il y a des coachs jeunes, il y a des coachs seniors. Donc, forcément, il y a tous ces discours qui sont différents. de parcours là-dessus. Et en fait, finalement, ça nous permet souvent de répondre à des problématiques qui sont en club, ou dans nos catégories, selon les profils de nos gars et de nos joueurs. Parce que faut que ça matche avec les staffs, faut que ça matche avec les joueurs. Donc tu vois, il y a ce développement là
de la connaissance générale, il y a ce développement précis sur l'aspect foot, et puis sur la connaissance perso, forcément, où on se développe pas mal. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose, mais forcément, c'est comme tous les diplômes, et je trouve que c'est ce qui est intéressant quand on en passe, c'est une vraie remise en question. Clairement. Et Encore plus le BEF. C'est vrai Ouais. que moi, je me suis arrêté au BMF, mais j'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont passé le BEF, et je rejoins là-dessus des échanges avec eux. C'est l'un des diplômes où on va faire le plus une introspection avec pas mal de passages pédagogiques avec les micros ou avec justement caméra pour pouvoir analyser. Beaucoup aussi de tests de personnalité pour aussi mieux comprendre comment on fonctionne là-dessus. Et comme aussi il l'a dit, donc il a obtenu le BF cette année et c'était des stages entiers sur des semaines entières où on passait en chambre, passage terrain, plusieurs des fois passages sur terrain dans la journée pour encore plus être sur cet aspect pointu de la performance avec l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique et l'aspect aussi mental avec la connaissance. Donc assez riche, assez intéressante là-dessus. c'est ça. Après, ça a toujours un impact avec nos joueurs, parce que moi, je veux pas que ce soit des cobayes. Et en même temps, on est dans une année de remise en question. Comme eux sont dans un parcours d'adolescence, je disais tout à l'heure, en fait, là où ça peut parfois être borderline, c'est que nous, on doit essayer des choses, mais qu'on peut pas l'essayer avec des garçons qui sont en pleine adolescence parce que justement, on va les mettre en danger et en insécurité. Et que la base de notre travail, en tout cas du travail d'Armand et puis qui découle du coup sur le mien, c'est d'apprendre aux joueurs à gérer ses émotions. Pour ça, il faut qu'ils soient dans une zone proximale de développement, mais il faut qu'ils restent en confiance. Et si tu veux, ça peut être des fois borderline. La limite est fine. Ouais. Et pour autant, je trouve que cette année, j'ai eu un groupe qui était particulièrement bienveillant, les 2009 du club. Parce qu'ils ont su écouter à fond et bien comprendre tous les enjeux. Où là-dessus, j'ai été très transparent avec eux, voilà, où forcément ton coach il s'absente pendant des semaines et Arnaud Gallien, mon adjoint, m'a remplacé et a fait un job énorme aussi là-dessus. Encore une fois, la compréhension et la communication, ça permet au maximum de faire passer des messages. Et du moment, comme on disait tout à l'heure avec Bilal, on comprend les choses, on va les accepter plus facilement et on va pouvoir mettre les comportements en place là-dessus. Ouais, merci en tout cas pour cette partie BF, super intéressante là-dessus. Et pareil, si vous souhaitez vous former, les parcours BMF, BEF et au-dessus, c'est des choses qui sont super intéressantes là-dessus. Bilal, toi, ça a changé quoi un peu cette saison N2 ? On le rappelle, la N2, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on a la Ligue 1, la Ligue 2, National 1 et National 2 là-dessus. Donc 4e division française, ça commence à être du très très haut niveau là-dessus. Pour moi, ça a été une année de découverte déjà dans un premier temps. Ouais, ça a été découvert. Voilà, j'avais pas, dans ma tête, je me disais pas j'allais jouer directement. Ouais. Ça fait que j'ai pris un peu d'expérience. J'ai pris un peu d'expérience et. Est-ce que tu te serais imaginé déjà jouer au 4e division Non, au si niveau on national? m'aurait dit ça il y a 4 ans ou il y a 5 ans, je me serais jamais dit ça quand j'étais en R3 ou R2. J'aurais jamais pensé. Mais voilà, et comme j'ai dit, faut pas avoir de limite dans sa tête. Se dire toujours qu'on peut aller plus haut. Et moi, ça a été découvert. Moi, ça a été une année découverte. Mais pour certains qui avaient déjà, qu'on avait récupéré de l'extérieur, qui avaient Mirlo, déjà, Attic, voilà, qui avaient déjà Séguin, qui avaient déjà de l'expérience, mais pour moi, mais ça a été, il y a eu beaucoup de cartons rouges. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai joué beaucoup de matchs titulaires. Il y en a eu, je crois, 14. Ça fait partie après du football. On a des opportunités à ce moment-là. On a ces opportunités. C'est ça qui est intéressant. Ça m'a souri. Il y a eu peut-être 14 cartons rouges. C'est ce qui a fait pour moi, c'est ce qui nous a fait avoir une chance. Descendre. Il y a eu en plus la réforme des 5 descentes. Il y a la réforme des 5 descentes. C'est une année très dure aussi pour se maintenir là-dessus. Très très dur avec les 14 équipes, c'est ça? 14 équipes. 5 descentes. 5 descentes. Et on avait un rouge par match, voire 2 rouges par match. Premier match, on a eu 2 rouges directement. On a eu Mirlo. T'allais dire quelque chose? Non, le truc c'est que c'était une vraie saison d'apprentissage en fait pour tous les joueurs, pour le club, mais pour tous les joueurs. Et en fait c'est hyper challengeant parce que il faut savoir quand même que le contenu est pas du tout pareil. On voit tous les matchs de N3 où N3 athlétiquement il y a une charge qui est importante. Techniquement, il y a une charge qui est importante. En N2, c'est vraiment level up. Ça commence, tu vois vraiment les gens qui viennent de pro et que ceux qui sont amenés à aller en pro.
Ça fait quoi, on avait... Tout va plus vite et il y a des petits détails tout le C'est temps. quoi l'écart que vous observez le plus vraiment? C'est Athlétique. athlétiquement? Athlétique, Entre physique, N3 ouais. et N2, c'est vraiment l'aspect Ouais, athlétique. et même la qui, compréhension du jeu, comme ouais. c'est tout carré, il y a pas de, tu t'envoies pas un en méforme ou quelque chose comme ça, ils sont tous, physiquement, ils sont tous prêts, ils sont tous, Ouais, il y a plus de mecs affûtés, de mecs Voilà. prêts physiquement. Après, il me semble dans les études quand même, quand on analyse un peu par exemple, les distances que vous allez parcourir, les intensités des sprints, etc., on se rapproche au On fur et est à mesure. sensiblement proche. N2, Ligue 2, Ligue 1, c'est des choses qui sont assez proches là-dessus. Bah, après, il y a des différentes nuances par rapport aux équipes, mais en tout cas, il y a ce spectre physique qui se réduit un peu, mais c'est vrai que dans l'aspect technique, peut-être tactique, d'aller plus vite dans certaines zones, voilà, plus rapidement c'est ça. peut-être. Oui et non, parce que quelque part, tu vois, en N3, je trouve que tu peux exister, j'ai pas dit être un très bon joueur, mais exister avec une grosse qualité forte. Ok. Et avec une qualité technique hyper développée, tu peux t'en sortir et faire un parcours sans avoir les 3 autres facteurs qui sont très développés. Je trouve qu'en N2, si t'es pas très technique, faut et être plus très complet. Faut être complet. et je trouve que là-dessus, enfin, tu vois, ça fait un écart fou. C'est peut-être l'écrémage aussi qui se fait là-dessus. Et Ouais, c'est à vrai que depuis le début, on parle beaucoup de l'aspect jouer avec le cœur de Bilal, cet engagement physique, cette grosse qualité. Mais bah, moi, je suis venu voir un match cette année. Je suis venu voir le match justement contre Genève, Grand Genève. Ok. Et pareil, bah, moi, j'ai une action en tête. Bilal était entrant. Il rentre à peu près à la 70e, quelque chose comme ça. À ce moment-là, au score, il y a encore 0-0. Et l'une des premières intentions de Bilal, on le voit, il récupère la balle, donc il joue sur cette qualité forte. Et derrière, tout de suite, il se projette, il fait une passe pour le joueur prêté par Giovanni. Clermont, exactement. Et pour après, Sofiane, lui, pour Sofiane qui la met à Giovanni. oui, exactement, t'as raison, t'as raison de et corriger. Ouais. Je me rappelle, j'avais cassé une ligne et comme ça, en N3, je le faisais pas beaucoup. Exactement. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris en N2. Comme il a dit, le jeu, ils sont tous formés dans des clubs pro où ils sont amenés à aller en pro. Moi, quand je suis arrivé au tout début, ça a été vraiment difficile. Comme je t'ai dit, 35e minute, ma qualité forte, bah, c'est elle qui m'a fait sortir au bout de la 35e minute. Mais après, c'est grâce à ça. Devenir plus complet, c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de pouvoir aussi se jouer. Il y a des opportunités, mais comme tu as été plus complet, on le voit sur cette occasion. Donc tu récupères le ballon, derrière tu fais une passe très tranchante pour Sofiane Matic, qui après oriente à Giovanni, et Giovanni après sur ses qualités de 1 contre 1 arrive à fusiller le gardien là-dessus, et qui vous permet à ce moment-là de la saison de décrocher une victoire qui était très importante. Et un espoir Exactement. au maintien. Et même, on avait mis Evian Toulon derrière nous. Ouais. Et après, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était on a cru qu'on allait se maintenir à ce moment-là. Et... Ouais. C'est ça aussi dans cette saison. Qu'est-ce qui a fait toute la saison jusqu'à l'avant-dernier match. Qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, tu trouves, dans cette saison? Donc beaucoup d'apprentissage là-dessus sur plein d'aspects, mais qu'est-ce qui vous a manqué, toi, tu penses? Moi, je pense vraiment qu'il a jamais eu toute l'équipe. Ce qui coinçait, en fait, c'est que je parlais du match l'année dernière de Clermont où ça bascule, tu vois, sur des micro détails. Là, cette année, quand tu vois les matchs, tu te dis à chaque fois, c'est pas pour nous, quoi. Putain, ça veut pas marcher, tu vois, sans parler des cartons rouges. Mais moi, j'ai souvenir d'un match à domicile où t'as une situation de but, tu fais un poteau, derrière il y a une frappe, le gardien la sort, corner. Sur le corner, on prend un compte, Lionel Zouma fait penalty rouge. Contre Toulon. On est à 0-0 à la 65e minute. Et le match, tu le perds comme ça, où tu te dis, putain, mais... Enfin, et toute l'année où ces matchs-là, ça se passe. Et l'année d'avant, où on monte, je parlais de Chambéry, mais il y a eu beaucoup de matchs où tu disais, putain, le verrou va pas sauter. C'est cette dynamique-là, à la Escan, on tape le poteau, et contre, je te jure, on dominait et tout. On tape le poteau, contre, but. Et voilà ce qu'il disait, c'était que l'année d'avant, on avait cette chance qui était de notre côté. Le poteau, il serait rentrant, alors que là, c'est... on avait cette chance de notre côté pour la M3, pour monter en M2, là, c'était l'inverse. Et à chaque fois, on disait, et le coach, il jouait sur ça, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Ça a jamais tourné, mais voilà, ça a été une année d'expérience, on va dire, une année enrichissante pour le club. Parce que c'est le club qui connaissait pas ce niveau et les déplacements, c'est plus les mêmes. Clairement. Voilà, c'est plus les mêmes. Tout est pas pareil. Donc tout est plus gros, tout est plus. Il y en a qui vont voir que le côté échec et nous, on va voir ce côté expérience où des fois, c'est mieux peut-être de reculer d'un pas pour mieux sauter. Tout à fait, ouais. Et voilà. Même Tonon, qui sont montés il y a 2 ans, qui redescendent avec nous. Pourtant, que ça a été un cadre et c'était ceux qui avaient le plus de budget dans la poule. Et Aubagne qui prenait 0 prime. Pareil, il prenait aucune prime.
Et pourtant, ils étaient premiers. C'est... Ouais. Et même, tu parles fou. d'Aubagne, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, Aubagne se maintient à la thème. Et tu vois, quand tu dis ça, c'est des choses, c'est des constats des fois où il faut laisser du temps à certains projets comme ça. On apprend des choses et au final, bah, malgré la relégation, on a appris énormément de choses et peut-être ça sera la victoire de demain De là-dessus. demain, voilà, Comme c'est tu ça. disais aussi, quand tu es monté de N3 à N2, bah, le groupe était déjà construit, il tournait déjà bien. Et peut-être que quand vous êtes monté cette année-là, c'est grâce à cette année-là, mais aussi peut-être aux années N-1, Voilà, N-2. ouais, c'est sûr. Et peut-être que on le voit aussi pareil en Ligue 1 ou Ligue 2. T'as des clubs des fois qui font un peu le yo-yo et puis au final ils restent après ils arrivent Au à bout d'un s'imposer moment, là-dessus. Et ben Comme je disais avec Jérémy Clément, c'était l'année où je me pose toujours la question pourquoi on n'est pas monté. Et l'année d'après, on monte. Ça, c'est comme tu as dit, c'est les N-1, N-2, des fois qui vont faire que. Ouais. C'est ça les projets des fois à long terme, et c'est des fois que pour ça aussi qu'on laisse malheureusement pas assez de temps à des projets, à des personnes de travailler là-dessus, et qu'on juge des fois un peu. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? C'est là où je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Je parle souvent d'un garçon que j'aime bien, Enzo Lefebvre, quand il est sorti à Lorient, qui remerciait justement ses éducateurs qu'il a eu au centre. Parce que c'est un petit peu eux qui l'ont polissé et qui l'ont amené à ce niveau-là. Et c'est là où il y a un vrai intérêt pour les clubs de sortir nos joueurs dans les académies, en fait. C'est que au plus on va avoir cette capacité justement à sortir nos joueurs, on aura eu le temps de les polisser à l'image de ce qu'on veut et des besoins. Et la réussite du joueur, ben, forcément, si je prends l'exemple de Lyon, mais qui est le plus proche, ou peu importe, Saint-Etienne aujourd'hui, ou il y a quelques années plutôt, ben, peut-être que si je prends Saint-Etienne aujourd'hui, ce que fait Saliba, il y a une grande part de fierté parce que c'est aussi eux qui l'ont polissé à un moment donné. Si je prends à Lyon, ben, toute la formation fait que, et l'exemple Benzema par exemple avec le Ballon d'Or, mais en fait c'est de sortir tes propres joueurs, ça va te permettre aussi forcément à un moment de répondre à des objectifs seniors. Et au plus longtemps tu les auras eu, au plus longtemps tu auras pu bien travailler avec eux. Moins tu vas les avoir longtemps où ils vont arriver que sur des catégories seniors. Des petits défauts, tu n'auras pas le temps parce qu'un senior mieux travailler parce que tu as plus de temps là-dessus. Et à Bourgoin et tous ses alentours, parce que Bilal pareil, de Saint-Quentin à la base, il y a plein, on a un gros vivier aussi de joueurs là-dessus. C'est vrai que géographiquement on est entre Bourg-en-Bresse, Lyon, Grenoble, pas loin de Saint-Etienne aussi. On a tout ce bassin-là, nord-isérois, où il y a une grosse densité de très beaux joueurs. Il y a des noms hyper connus, on peut parler par exemple de Kevin Monet-Paquet, qui était bon, qui est Amine Gouiri bien sûr, Mal Augusto, de plusieurs joueurs. Et c'est vrai qu'on a ce vivier et ce travail est très important à tous les âges, encore plus aux âges que justement You explique, pour leur laisser du temps, pour pouvoir après derrière travailler parfaitement et c'est souvent ce qu'on dit. Nous, quand on nous pose la question en tant qu'éducateur, à quel moment on a une fierté chez les jeunes, c'est ça, c'est quand le gamin il va réussir alors je parle pas dans les catégories jeunes parce que c'est trop tôt, il n'y a pas de finalité à être un bon U16 ou à être un bon U17, etc. Mais par contre quand le gamin va commencer à grandir et à passer les étapes petit à petit, là il y aura une fierté de se dire j'ai contribué à son évolution. Mais en tout cas c'est sûr que je prends souvent une phrase qui m'a marqué d'une des personnes avec qui j'ai travaillé, Alex Hove, qui me disait de toute manière, tant que tu resteras dans de la formation, et moi c'est mon objectif, tu n'auras jamais les fruits de ce que tu fais. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte d'avoir le deuil de ça, je pense qu'on peut optimiser un petit peu l'apprentissage de notre joueur et de comprendre que on travaille pas pour recevoir nous. Peut-être qu'on sera champion à la fin de l'année, c'est arrivé, c'est très bien. Mais la finalité, c'est que lui, quand il grandira, qu'est-ce qui se passera? Tu plantes une petite graine et après, toi, t'as juste à l'arroser et tu vois comment. Tu vois, il parlait des éducateurs qu'il a eu en U19. Je pense que s'ils arrivent à avoir le podcast, leur fierté, elle sera là. Se dire, il se rappelle de moi, j'ai servi à quelque chose et j'ai ce bonheur-là d'avoir contribué à sa formation. Et je pense que c'est l'ambition de tous. Clairement. Et d'ailleurs, pareil, si on se rapproche un peu de la fin du podcast, là, avec justement un peu, si on se projette dans cette saison qui arrive, là, 2024-2025, dans quelle continuité, du coup, toi, Théo, par rapport à ça, avant de voir après celle de Bilal? Par rapport à la préparation mentale ou générale? Comme tu veux, par rapport à ce que tu veux. Sur les objectifs de résultats, c'est ce que j'aime bien dire parce que j'aime bien la langue de bois. L'objectif, c'est de faire un très bon mois d'octobre, d'être le mieux possible en décembre et de bien passer mars. Et parce que je pense que c'est les 3 périodes qui sont clés dans un championnat. J'aime pas, je déteste le discours de on va monter tous les ans parce qu'on est 12 dans le championnat et que si j'écoute les 11 autres,
ils veulent C'est monter. la même chose. Clairement. Donc finalement, on a une chance sur 12 d'être bête, mais finalement d'être un petit peu, de travailler à hauteur de ses ambitions, ça sera une réponse qui me conviendra mieux. Sur l'apprentissage des garçons, l'objectif du club, c'est d'atteindre les 17 NAS. On travaille pour, dur. Jimmy Nirlo, qui a l'équipe, fait le maximum pour que ça puisse être atteignable et atteint rapidement. Le club met les moyens pour que ce soit atteint aussi. Donc l'objectif, c'est ça. Les garçons qui seront en U16 étaient avec moi l'année dernière, donc ça pourrait être une fierté et une contribution à cette évolution-là. Et puis forcément, comme ça a été le cas l'année dernière, moi ce qui m'anime, c'est que les joueurs qui sont en U15 avec moi aillent jouer en U16 ou aillent faire des finales de coupe en U17 comme ça a été le cas cette année. Ça veut dire qu'on aura travaillé, qu'on les aura préparés, qu'on les aura emmenés au Plus haut niveau. au max de ce qu'ils pouvaient aller faire. Et puis, Là, c'est plus haut niveau, il n'y a, Ouais. il y a pas au-dessus. Et en tout cas qu'on les aura accompagnés du mieux possible, très sérieusement, et puis qu'on aura fait notre boulot, tout simplement. Mais c'est de prendre du plaisir avec les gamins, Bien avec sûr. le staff, et puis comme je disais tout à l'heure, qu'on ait atteint nos objectifs personnels à l'intérieur du collectif. Et puis le club sera gagnant, nous aussi, et puis les joueurs aussi. Mais Donc, on le sent, Yo, en tout cas, que toi, c'est vraiment ta motivation, elle passe par l'épanouissement des autres, ouais, vraiment là-dessus, et de leur permettre de s'épanouir. Et quand on parle d'épanouissement, c'est réussite aussi bien sportive, mais aussi personnelle. à fond. Se dire, j'ai un potentiel, on a tous un potentiel différent, mais c'est d'aller chercher à l'exposer au maximum, aller le plus haut possible. Et c'est ça qui est très intéressant. c'est exactement ça. C'est que le joueur qui a un potentiel N3, si un jour il arrive à faire un match en N2, il est allé au max du max. Mais s'il arrive à atteindre déjà son potentiel de faire quelques matchs en N3, magnifique. On l'a atteint et on sera tous contents. Mais c'est que le club en soit bénéficiaire parce qu'on est toujours au service d'un club. Bien sûr, il y a toujours une entité encore au-dessus de nous. Et en tout cas, c'est ce que je te souhaite pour la saison prochaine. Merci. Toi, Bilal, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison prochaine? Moi, nous, c'est un peu plus compliqué. On peut pas se projeter. Nouveau coach, nouveau joueur. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas repris la prépa, les seules clés que tu as, c'est de travailler avant de revenir et de pas se laisser aller. Et voilà, l'objectif, ça sera, comme il dit, c'est que tout le monde a l'objectif de monter. Ouais. Mais faut l'avoir. Toi, un peu qu'est-ce que plus les autres. t'aimerais, qu'est-ce que t'aimerais, justement, si t'as une petite target, une fierté perso que t'aimerais mettre en place sur cette saison 2023-2024, enfin 2024-2025, autant pour C'est moi. d'abord d'utiliser l'expérience que j'ai eue en N2. Ouais. C'est, maintenant que je descends d'N2, je sais c'est quoi la N2 et que j'ai envie de vite y retourner. Et avec le club, ça fait, faut du travail. Mais comme j'ai dit, ce qui est difficile dans le football, c'est que tu peux pas te projeter parce que le nouveau coach, dans une nouvelle année, tu peux pas te projeter. Il y a un nouveau coach, il y a des nouveaux joueurs, tu sais pas comment ça va se Il y a passer. beaucoup d'inconnus encore là-dedans. D'inconnus, tu sais pas s'il va compter directement sur toi ou pas. Il compte sur toi parce qu'il t'a pris dans l'équipe. Mais après, comme il a dit, c'est le terrain. Ouais, c'est le terrain qui parle. Ça veut Et dire c'est peut-être là où t'es le meilleur, toi, justement. C'est Ouais. quand il y a des inconnus, Voilà, quand moi, les cartes sont c'est ça que redistribuées. j'aime bien, moi. Envoyer Et- les cartes et moi je les prends, moi. C'est Et ça. justement, quand en off on discutait avec Bilal tout à l'heure, il a pris des vacances à la fin de la saison et il m'a dit là je suis rentré directement à Bourgoin et la première chose qu'il a fait c'est se préparer Voilà. pour être c'est quand la reprise, c'est août, fin 15 juillet. 15 juillet, ok, Le 15 donc juillet. dans quelques Ouais, semaines dans quelques semaines. là-dessus et il m'a dit je me suis préparé au mieux parce que c'est ça, Bilal il est le meilleur là-dedans quand on l'attend pas, Voilà. ou en tout cas quand tout est mélangé, les cartes sont redistribuées C'est ça. et pour aller faire... Et ce qui a fait ma force, c'est de travailler. Ouais. C'est ça. C'est ça aussi, tu as toujours gardé en tête, on a parlé un peu de tous les obstacles que tu as pu rencontrer, on arrive d'un niveau plus bas, on a de la concurrence, on a ceci, on a cela, on a toujours, toi tu as toujours gardé en tout cas cette motivation, ce dépassement de toi, ce travail qui t'a permis à chaque fois d'en partie être là où tu en es aujourd'hui. Toujours, comme il a dit, l'aspect mental, c'est surtout l'aspect mental, moi, qui fait que je suis encore là. Parce que mentalement, tu peux flancher un peu, mais il faut toujours se remotiver tout seul. Et Des comment fois, tu fais pour te remotiver un peu tout seul si Paris t'as des... Comme il a dit, il y a l'entourage aussi, il y a la famille, il y a Yo, il y a les comme je t'ai dit tout à l'heure, des fois je vais parler à Yo, des fois je vais pas. Tu vas chercher, c'est toi qui vas chercher cette confiance. Et jamais de se dire non, c'est fini là, à part si t'as une grosse blessure et que tu dis encore, il y en a qui D'accord, arrivent à tu t'es revenir. fait opérer Ouais, justement de la hanche. Ouais. Mais autrement, l'aspect mental, pour moi, c'est tout allez, 60% du football, à part les qualités, il y a les qualités. Bien sûr. Moi, j'en connais qui ont été meilleurs que moi et largement meilleurs que moi, techniquement, physiquement, ce que tu veux. Mais au point de vue d'un point de vue mental, il y avait, il suffisait de lui dire à l'entraînement,
je vais pas te prendre ce week-end ou demain ou là tu fais n'importe quoi et il va sortir, il va rentrer dans un engrenage où faut que je parte, alors que moi non, rien à voir. Il va me dire ça, demain tu vas plus me redire. C'est ça. Ouais. Capacité d'enregistrer, capacité de s'adapter et toujours garder cette motivation à travailler. C'est ça qui est très important. Et comme il dit, c'est passer beaucoup par l'appui des autres, aller chercher des fois des ressources pour sortir d'un état où, ok, peut-être là je commence à baisser en motivation, en état, ok, là je reprends la motivation de la force pour dès demain ou dès ce soir refaire encore plus. Voilà, c'est ça, des fois tu auras la chance. Lui, c'est pas un... Non, mais ça, Bilal, c'est pas un grand parleur. Tu sais, dans le sport, tu rencontres plein de gens souvent qui disent, moi je suis là-haut et on m'a pas reconnu à ma juste valeur. Enfin, ce discours-là, ils se donnent pas d'excuses, ils se font pas d'excuses, Bilal. Pour un coach, il est inaudible de se dire, il y a aucun coach qui se passe, du meilleur joueur de son effectif, c'est pas possible. S'il met pas en danger, en tout cas, l'effectif, c'est pas possible. Et Bilal, il fait pas partie de ceux-là. Avec le coach, il pose pas de problème. C'est pas quelqu'un qui a des dérives ou qui a une mauvaise influence. Donc, lui, c'est un travailleur. Comme il a dit, je me suis jamais mis là-haut. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, tu pars d'en dessous de tout le monde. Toujours. Même si la personne, elle a moins d'expérience que moi, je me dis toujours que la personne, elle va jouer devant moi. Comme ça, c'est toujours ce truc qui va faire que je travaille encore plus. Ce qui est intéressant, c'est ça, Bilal, c'est qu'il a bien compris comment il fonctionnait mentalement sur sa motivation pour se dire, ok, moi, pour être motivé, il faut toujours que j'ai cette cible et je me dise, ok, il faut que j'aille chercher une marche supplémentaire. Me dire que si je suis arrivé, je vais pas y arriver. Par contre, si je me dis que j'ai encore quelques kilomètres à faire, quelques marches à franchir, c'est ça qui va me permettre au fur et à mesure. Et comme on l'a dit, moi, j'ai justement joué avec Bilal et à l'entraînement, je l'ai toujours vu très sérieux, très appliqué. Et après, en match, vraiment se dépasser au maximum. Et c'est vraiment les trois images que j'ai. 200%, quand il dit ça, 200%, moi, c'est pas un mot comme ça, c'est 200%. Quand je sors, le maillot il est mouillé, s'il y a du sang qu'il faut qu'il saigne, le sang il va saigner, c'est comme ça. Et il faut être à 200%. Et peut-être que ces personnes qui ont ces qualités, les qualités intrinsèques, qui sont nés avec, peut-être qu'eux ils joueront à 66%, parce que les qualités, des fois, ce jour-là, tu feras mouche. C'est ça. C'est comme on dit toujours, le talent sans travail, ça sert strictement à rien. Mais c'est vrai que moi, pareil, en tant que joueur, j'étais aussi ce type de joueur à vraiment me donner à fond dans les matchs. Et c'est vrai que Bilal, c'est l'un des seuls qui me dépassait là-dessus, qui était vraiment sur le terrain. Nous, on se donnait vraiment au maximum et on n'était pas là pour se trouver des excuses. Si on était sur le terrain, c'était pour se donner à fond. Et après, on faisait des bonnes performances. Des fois, on faisait des moins bonnes performances. Mais ça fait partie d'une carrière. Les moins bonnes performances, c'est ça qui fait que mentalement, tu arrives encore plus à travailler sur toi-même. Et pour que le week-end d'après, même on te met remplaçant, des fois, il y a des matchs où j'ai été remplaçant. C'est ça qui a fait que le match d'après, j'allais être titu parce que ça me touchait. Ça pique. Ouais, ça pique. Et il y en a qui vont rentrer dans cet engrenage de en gros, j'ai plus envie de jouer ou ce coach il me fait pas. Non, moi au contraire, coach, merci déjà que tu m'as pris sur le banc. Et demain, tu vas mettre titu. Tu vas voir dès le prochain entraînement que voilà. Et pour des fois, en rigolant, je leur dis même à l'entraînement, quand j'avais t'as la mort pas joué, lundi les gars mettez les protégés à l'entraînement. Et voilà, et c'était pas pour rigoler, j'arrive à l'entraînement avec les crocs, avec les dents et tu vois, pour autant il va pas aller, moi j'ai toujours ce regard là, mais il va pas aller forcément voir le coach et lui dire on est en train de vendre Bilal à Freddy, mais cette année comme il a dit, je suis jamais allé voir le coach. Il y en a plein qui me disaient mais Bilal va voir pourquoi, comment, je suis jamais allé voir le coach. Comme il a dit, je vais voir plus ceux qui sont en dehors du club, comme Yo. Je parle de Yo parce que Yo il est vraiment avec nous, il est vraiment avec tous les joueurs, il connaît tous les joueurs. Si demain, je sais pas, moi, faut aller sortir quelque part, allez Yo, on va quelque part, on va aller manger un bout, on va aller quelque part, tu vois. Mais pas en tout cas pour, t'as pas le besoin d'aller voir l'entraîneur. Normalement, t'as toujours le besoin, mais t'as des fois des entraîneurs qui mettent cette limite, tu vois. Et on a eu un coach j'ai eu des coachs où ils mettaient des limites, et j'ai eu des coachs comme Jérémy Clément, qui étaient ça peut être porté préjudice aux exemples pour Jérémy Clément. T'en as exemple il va pas mettre de limite. Il y en a qui vont prendre un peu plus la confiance et une mauvaise confiance. Et moi, au contraire, je le voyais comme un grand frère. Je le voyais comme jamais je dépassais la limite c'était coach. Et c'est lui qui me disait appelle-moi Jérémy, appelle-moi. Tu vois. Cette parade du respect là-dessus, comme tu dis. Après, en cas de sélection ou non sélection, de titulaire ou entrant, et toi, c'est vraiment ok. Qu'est-ce que je peux faire moi avant d'aller voir justement là-dessus. C'est ça.
En tout cas, ça c'est un parcours très enrichissant. Et pareil, aussi dernière question pour clôturer le podcast. Le podcast il s'appelle La Mentale. Ok, c'est le nom du podcast. Du coup, moi j'aime bien poser la question pour conclure sur pour vous c'est quoi les gars avoir la mentale. La mentale pour Yo, plus justement d'être peut-être éducateur ou en tout cas formateur pour ces jeunes. Et pour Bilal justement la mentale d'un joueur de N2, N3, d'un joueur de foot, d'un coéquipier qu'on aimerait avoir dans l'équipe. Qui commence Comment c'est Yo? C'est quoi pour toi la mentale du coup? Je l'ai dit beaucoup aux garçons, donc s'ils écoutent, ils rigoleront. Écoutez bien les jeunes. Non, en fait, c'est toujours dans les causeries, qu'on soit visuel, auditif, kinesthésique. Ouais. De toute manière, quand on va parler, si on touche 50% de l'effectif, ça va être un waouh. Ouais. Mais ça arrivera peu. Et finalement, c'est ce que je leur disais, c'est de trouver la clé, d'apprendre à se connaître en début d'année, trouver la clé de chacun. Il y en a qui auront toujours besoin que ça crie dans le vestiaire. Ouais. Il y en a qui auront besoin d'un endroit calme où ils réfléchissent. C'est pas terrible dans le sport, mais je le dis quand même, il y en a qui sont très croyants et qui ont besoin de prier avant les matchs. Ouais, bien sûr. Et c'est que dans un vestiaire jeune, des jeunes, parce que ça leur permettra d'être meilleurs, plus grands, d'avoir son autonomie, de savoir de quoi on a besoin et d'avoir la capacité de le faire pour se mettre dans des bonnes conditions tout le temps. Il y en a qui vont avoir besoin d'objectifs quand ils gèrent leurs émotions ou ça part un petit peu en lambeaux. Il y en a qui vont devoir se recentrer. Il y en a qui vont devoir être calmés. Il y en a qui vont devoir être excités. Et c'est de se connaître déjà et c'est d'aller chercher le maximum parce que il y a que le travail qui paye. Ouais, clairement, donc vraiment ta mentale pour toi c'est se connaître, avoir vraiment ces clés de réussite perso et au maximum de les utiliser pour, comme une fois on l'a dit, exploser son potentiel. Et en tant que coach, qu'on soit capable de les accompagner là-dedans et de les aider. C'est ton rôle, c'est ta mission et c'est ce que tu fais au maximum pour l'atteindre ici au FCBJ. C'est ça. Merci Yo. Bilal, c'est quoi ta définition de la mentale pour toi? Le jouer avec la mentale. Comme il a dit, c'est se connaître, savoir ce qui fait que tu seras plus performant le week-end d'après ou le week-end ou à l'entraînement. Ouais. À l'entraînement, moi je pars dans ce concept-là, il y en a que c'est non. Je m'entraîne comme je joue. Moi je vais m'entraîner à 200%, je vais jouer à 200%. Je vais être un peu laxiste sur certaines choses, le week-end ça va se voir. Et voilà, se connaître et savoir ce qui va t'emmener, où tu seras le plus performant. Comme il a dit, moi j'ai besoin, il y en a qui n'auront pas besoin de prier, il y en a qui auront besoin de prier, c'est chacun ou même n'importe quoi, il y en a, ça sera une paire de crampons, il y en a, j'ai déjà vu des gens qui me disent ouais moi je me mets pas ma paire de crampons. Que si j'ai cette tu vois, que si j'ai pas. Chacun voit la mentale comme il veut lui. Ouais. Et moi ça sera toujours la dalle et toujours la même chose. Cette exigence, vraiment cette envie, cette motivation et ce dépassement de soi ce dépassement de soi et dur sur l'homme, voilà. Et moi c'est mon travail, c'est dur sur l'homme. Voilà. Eh ben les gars, en tout cas, merci pour ce bel échange. Franchement, c'était super intéressant. On a pu échanger sur plein de choses. Je pense que ça a vachement intéressé les auditeurs. C'est tout le but. L'idée maintenant, c'est pareil. Si vous voulez suivre au maximum Yo qui est ici. Bonjour à Flo Serve d'ailleurs. Non, si vous voulez suivre Yo, vous pouvez passer à Bourgoin. Pareil, les jeunes qui vont le regarder aussi, vous avez écouté avec attention ce qu'il avait à dire. Et pareil, si Bilal, vous voulez le suivre, sur les terrains, pareil, avec le FCBJ l'année prochaine, sur les terrains de N3, vous pourrez justement suivre les performances avec la plus grande attention à l'audition. En tout cas, merci messieurs pour ce temps d'échange. Moi, je me suis régalé. Nous aussi. Et du coup, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Et merci du coup encore une fois pour le temps accordé. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Ciao, ciao. De petit peu, on a la mentale.